Bonjour, je suis Martin Arnaud de la société Les Petits Français. Je vais vous en dire un peu plus évidemment dans cette masterclass. L'idée, c'est de parler de la conciliation de la qualité et de la forte croissance. Donc qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place quand on se retrouve face à cette problématique, qui est une problématique que nous expérimentons ces jours-ci, ces mois-ci, ces années-ci, et on essaye d'y répondre le mieux possible. L'idée n'est pas forcément de vous donner des conseils aboutis, mais peut-être bien d'explorer ensemble les étapes par lesquelles on passe et par lesquelles nous sommes en train de passer, puisque nous faisons partie des accélérés de la BPI, qui nous permet du coup d'être accompagnés dans cette démarche de croissance pour nous aider à avoir les bons réflexes qu'on n'a pas forcément. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, évidemment. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu ce qu'est notre entreprise et ce que nous faisons. Donc, qui nous sommes, tout simplement. En vous présentant donc une entreprise qui s'appelle Les Petits Français. Les Petits Français, c'est une entreprise dans laquelle nous sommes deux actionnaires. Le principe des Petits Français et le nom des Petits Français, ça vient du fait qu'on cherchait une identité qui soit plutôt une identité collective, un peu un esprit de famille en fin de compte. Et comme vous le verrez, même si on fait de la conception et de la production de spectacles, on va expliquer un peu plus après, on ne s'est pas appelé prod un tel ou un tel. Les Petits Français, c'est un concept familial, c'est un concept collaboratif. La French Touch, évidemment, qui est dite dans le nom, et surtout le fait qu'on travaille essentiellement à l'étranger, ça amène un petit truc sympathique. Et puis petit, parce que voilà, l'humilité, même si ça ne sert pas toujours, est une valeur qui nous anime en équipe. On est spécialisé dans le domaine de la conception, de la mise en œuvre, du show design, donc comme un architecte qui va designer une maison, mais nous pour les spectacles, donc vraiment de la conception jusqu'à la réalisation. On travaille en production déléguée, en coproduction, quelquefois en prod exécutive ou aussi en marque blanche. Donc on n'apparaît pas toujours en frontal, néanmoins on vient chercher ce qu'on sait faire. Notre entreprise a 15 ans puisqu'en fait on a 16 ans dans 2 jours. On est deux associés. On a étudié, pour ma part, la philosophie et le théâtre. Pour la part de mon associé, le droit et les sciences politiques. Et vous comprendrez donc qu'on n'a aucun background de management d'entreprise, d'école de commerce. On se retrouve à la tête d'une entreprise qui a du succès dans son domaine, un peu perdu au moment où on se demande comment on va la transformer. Donc c'est là où on a besoin de conseils. Et si on fait appel à des gens qualifiés, finalement, on se trompe assez facilement. Petit background aussi pour savoir où nous en sommes dans nos expériences ou dans nos expertises professionnelles. Moi, personnellement, avant de créer Les Petits Français, j'étais directeur artistique, concepteur et metteur en scène. C'est ce que je continue à faire. De grosses cérémonies dans une autre société, comme la Coupe du Monde de foot en 98. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. Les Jeux africains en Afrique, au Nigeria pour le dire, les Jeux paralympiques d'Athènes et beaucoup d'autres gros spectacles qu'on appelle multimédia, c'est-à-dire on utilise vraiment la technologie pour s'exprimer, éphémère ou pérenne, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons chez les Petits Français? Nous faisons des spectacles événementiels. Alors, événementiel, j'ai souvent envie de le mettre entre crochets, entre parenthèses, pas parce que j'y vois un côté péjoratif, mais parce que j'y vois un côté très éphémère, qui n'est pas la philosophie de notre démarche. En fin de compte, même si on joue qu'une fois, et on essaye d'ailleurs de jouer quelquefois plusieurs fois, on va toujours considérer que le moment dans lequel on va jouer doit être quelque chose qui puisse perdurer. Perdurer dans la mémoire des gens, perdurer dans l'émotion et perdurer dans la captation. Donc on fait des spectacles grand public, live et multimédia. Live et multimédia, parce que dès qu'on le peut, on va mettre l'humain au cœur et au centre du dispositif, parce que c'est le seul réel vecteur d'empathie, mais aussi qui donne une échelle, qui permet au spectateur de se remettre au cœur du dispositif. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout type de spectacle grand format, avec un public très large, tous âges, tous milieux, et souvent différentes nationalités. Comme je vous le disais, on travaille essentiellement à l'étranger. Notre caractéristique et notre particularité, elle vient effectivement de notre background avant d'avoir monté l'entreprise. On peut considérer qu'on fait du théâtre à très grande échelle. Faire du théâtre, c'est quoi par rapport à faire un spectacle multimédia? En fait, c'est d'avoir une véritable notion de drame, dans le bon sens du terme, une œuvre dramatique, dont le texte prime et dont la manière dont on va aller chercher l'information doit vraiment être travaillée de manière profonde. Un rythme émotionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait passer le public d'une émotion à une autre pour pouvoir lui délivrer un message,
et une véritable volonté de raconter une histoire, d'avoir une logique, d'être capable de justifier chaque moment du spectacle par une histoire qui est derrière. Les spectacles, on nous commande, puisque on le verra après, en fait, on agit essentiellement sur commande. Par soit un cahier des charges très précis qu'il faut respecter, cahier des charges aussi bien éditorial que budgétaire, donc on doit adéquat la narration avec les moyens qu'on va utiliser, ou très clairement quelquefois d'une page totalement blanche, où gentiment, alors qu'on n'est ni dans notre pays ni dans notre histoire, on va nous dire ah, vous connaissez votre métier, ce qui est à la fois génial et à la fois très angoissant si on n'a pas la méthodologie, qui est la méthodologie qu'on a développée, vraiment une méthodologie collaborative lors de nos années d'expérience. Ces spectacles sont donc finalement toujours des créations sur mesure, avec un dénominateur commun qui doit être accessible à tous, et on a une vraie forte valeur ajoutée en termes de contenu, de storytelling, et finalement de pédagogie et d'éducation à grande échelle. On voit ici sur la slide que vous voyez, ce qu'on appelle des événements exceptionnels, des célébrations, des commémorations et des cérémonies sportives. Je me dois de vous expliquer un peu de quoi il s'agit parce que c'est très générique. Donc je vais juste vous donner des exemples. Les événements exceptionnels, ça peut être des festivals culturels, par exemple des fêtes des Lumières, alors pas celles de Lyon, mais souvent ailleurs dans le monde. Des parcours immersifs, donc des endroits dans lesquels des gens vont déambuler autour d'un univers qu'on a créé pour eux et qui va porter un message. On en a fait en Russie, au Chili, au Mexique, en France. Et puis aussi parce que le passé rattrape toujours. Moi, je viens du théâtre à la base. Évidemment, aujourd'hui, on nous redemande, à une échelle différente, de faire du théâtre et de l'opéra. Les célébrations et les commémorations, exemple encore une fois, on a fait par exemple en France le bicentenaire du Barreau de Paris. Au Chili, le bicentenaire de l'indépendance. Donc là, on s'adresse et on nous confie le soft power d'une nation qui célèbre son bicentenaire. C'est un vrai poids, c'est une vraie fierté. Le centenaire de la Révolution mexicaine, pour lequel on a joué pendant 15 jours devant 200 à 250 000 personnes tous les soirs, donc 3 millions de spectateurs. Le 10e anniversaire du Guggenheim à Bilbao, le 10e anniversaire de l'Union africaine, et il y en a plein d'autres. Donc on est vraiment sur des métiers qui vont chercher un contenu historique qu'on va devoir vulgariser et le rendre le plus accessible possible, et avant tout sexy, parce qu'il doit être hyper accessible, hyper facile. Et notre propos, c'est finalement pas de donner un cours d'histoire, mais bien d'essayer d'ouvrir des fenêtres sur l'histoire pour que après les gens s'y intéressent, ou qu'un petit gamin qui vient avec son grand-père, qui est un exemple courant, ou avec ses parents, le prenne en défaut de ne pas connaître son histoire, va lui poser la question, le grand-père va être obligé de chercher, et on crée quelque chose autour de l'histoire d'un pays qui du coup fait un regain de fierté et d'identité. Nous, notre fierté, et c'est le thème du BIC de cette année, on en a entendu des choses fantastiques ici à Bercy, notre fierté, elle a toujours accompagné notre parcours. Et notre fierté, c'est de voir que le message qu'on transmet est vraiment bien reçu par les participants où qu'on soit. Cérémonie sportive dans lequel, bizarrement, on arrive à amener de la culture. C'est pas juste un concert avec un podium au milieu d'un stade. C'est de raconter une histoire qui est inspirée du lieu, une histoire qui est inspirée du pays. Et c'est pour ça, même si nous, on ne se positionne pas forcément dessus, c'est pour ça qu'on continue, alors qu'on avait dit qu'on abandonnait, à nous appeler, parce qu'on a peut-être une patte un peu différente. On a donc fait par exemple l'Euro 2008, les cérémonies d'ouverture et clôture en Suisse et en Autriche, une inauguration à la King Cup en Arabie Saoudite en 2014, quand c'était encore pas mal fermé, les Jeux africains au Congo, l'Arab Cup au Qatar, l'inauguration du Grand Stade du Sénégal l'année dernière, et puis pas plus tard que cette année en février, la Coupe du Monde des clubs au Maroc, où il y avait une vraie volonté de faire un spectacle long, de raconter une histoire et qui ancrait une terre d'accueil qui est celle du Maroc. On se dirait tout va bien, mais en fait c'est vachement intéressant d'analyser où on va, comment on y va et quelles ambitions ou quelles envies on a. Du coup, on revient un peu sur ce que sont ces 15 années qu'on vient de passer, en voyant quelques petites informations que je vais vous détailler un peu plus, comme ça vous êtes obligé de m'écouter et vous ne lisez pas. Comme je vous le disais, on est deux associés. On a eu 4 employés en tout et pour tout. Alors c'était une fois 3, une fois 2, une fois 5, etc. Mais ça fait une moyenne de 4 employés. Parce que notre concept familial, finalement, c'est un concept collaboratif. Et quand ce plus 100, c'est une famille de plus de 100 personnes qui sont des collaborateurs. C'est notre famille et on en a un peu partout. Puisque comme on travaille dans des pays différents et comme notre philosophie, c'est de se dire on amène uniquement les experts qui vont amener leur expertise sur le terrain sur lequel on va opérer, ben finalement, on se refait une famille de plus en plus grande à chaque spectacle parce qu'on va faire du legacy, on va apprendre aux gens à travailler avec nous et on va du coup faire des spectacles qui sont totalement enracinés dans le pays dans lequel ils se trouvent. Et le plus beau cadeau qu'on peut avoir, encore une fois, fierté, quand on
remonte dans, un taxi après le spectacle, n'importe où dans le monde et qui nous dit: «Ah, vous avez vu ce qu'on est capable de faire chez nous?» alors que finalement, c'est un travail collectif dans lequel on est aussi impliqué, mais tous les gens sont persuadés que le spectacle qu'ils ont vu est tellement identitaire qu'il est entièrement fait chez eux. Ça, c'est très important pour nous. Heu, il y a des histoires assez marrantes aussi par rapport au nombre de gens qui pourraient, être dans notre société, d'après certaines personnes dont je tairai le nom, mais qui ont les entreprises les plus prestigieuses au monde dans notre domaine de compétences, où, il y a 2-3 ans, on se posait la question de savoir si on évoluait. On ne se posait pas la question de savoir si on enlevait des gens, parce que sinon on n'aurait été plus qu'un, mais plutôt comment on allait croître. Et un certain monsieur très bien placé pour parler de croissance me dit non mais soyons honnêtes, vu la qualité de votre travail, vous pourriez finalement diminuer l'effectif permanent par deux et puis peut-être externaliser beaucoup de choses. Et je vois que la qualité du son est mauvaise. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'était peut-être un peu trop près. Il nous dit cela et je lui dis: «Ben oui, d'accord, mais tu penses qu'on devrait être à combien?» Il dit: «Bah, vous pourriez monter un studio où vous seriez, allez 20 ou 25 quoi. Tu divises ton effectif par 2, déjà tu fais beaucoup d'économies et cetera». Donc c'est l'image qu'on a et c'est l'image qu'on donne avec cette famille de collaborateurs, fidèles sur lesquels on peut compter, d'être finalement une entreprise qui a la possibilité de réaliser des très grosses choses. En réalité, si on enlève, 25 personnes de notre équipe, et ben, on se retrouve à moins 23 et c'est pas possible. Heu, L'autre chose qui est intéressante à prendre en compte, c'est cette petite courbe. Je vous ai pas mis de chiffres, mais ça montre un peu, l'évolution de notre chiffre d'affaires, dans les différentes années. Vous voyez que c'est extrêmement disparate. Heu, 2007, on ouvre la boîte, on fait une année et demie, voilà, on est 2, on avance et cetera. 2009, ben, ce qu'on a fait en 2007-2008 commence à faire du bruit. On a déjà un background de toute façon, une histoire passée dans ce domaine, donc les gens nous connaissent et ont envie de travailler avec nous. On explose littéralement en 2010 et comme on était sur un système qui était de travailler avec les autres et pas en concurrence contre les autres, finalement, il était assez naturel qu'en 2010, quand on explose en faisant des trucs, pas forcément tout seul, mais avec des collaborations essentiellement à l'étranger, ben, les gros chez nous se disent: «Bah, ils sont aussi gros que nous, ils n'ont plus besoin, on n'a plus besoin d'eux et ils n'ont plus besoin de nous. Ils vont se débrouiller tout seuls». Et donc en 2011, on se retrouve avec les demandes ou les appels entrants, qui étaient assez systématiques et qui nous permettaient d'avancer, complètement fermés parce que les gens simplement, sans même nous poser la question, se disent: «Non mais ils n'auront plus le temps de travailler avec nous». Parallèlement à ça, puisqu'on monte très haut en 2010, puisqu'on fait des choses très prestigieuses, on commence à se dire: «Bon, ben, on est suffisamment, mature pour aller répondre à des très gros trucs». Donc on crame toute notre trésorerie à répondre à des appels d'offres qui sont énormes, pour lesquels systématiquement on nous fait une réponse très favorable sur l'approche conceptuelle qu'on en a. En revanche, ils sont inquiets par, la taille de notre entreprise, la structure financière et cetera, puisque bien souvent dans ces très gros spectacles, vous devez avoir en trésorerie ce qui correspond à ce que vous auriez dépensé pour le spectacle. Quand c'est un État, une mairie ou quoi que ce soit, les échéanciers de paiement, sont pas toujours respectés, voire jamais respectés. Enfin, c'est assez compliqué. Donc du coup, en 2011, on prend une douche froide, et puis on se remonte un petit peu en 2012. En 2013, on redescend un peu. Tout ça parce que comme on n'est pas des entrepreneurs, comme on n'a pas ces réflexes de se dire: «Il faut qu'on s'entoure», ben et que personne, pensant qu'on se débrouille très bien tout seul, vient nous dire: «On va vous entourer». Il y a un ou 2 charlatans, soyons honnêtes, qui sont venus nous voir, mais avec des discours tellement, à côté de la plaque, ne voyant bien qu'ils ne connaissaient rien à ce qu'on faisait, on s'est dit: «C'est pas possible, en fait, de travailler avec ces gens-là». Mais nous, on n'a pas eu le réflexe d'aller chercher des gens qui auraient donné des qualités ou qui auraient amené leur expertise qu'on n'avait pas. Donc du coup, on est resté dans notre modèle où on prenait ce qui rentrait, on avait pas mal de demandes et comme on prenait ce qui rentrait, mais que c'était pas toujours des choses sur lesquelles on allait jusqu'au bout parce que c'était des appels d'offres pipés d'avance comme c'est souvent le cas et cetera, finalement on est resté dans une économie qui est pas énorme, mais qui, encore une fois, dans une entreprise, à 2, 3 ou 4, permet de très bien vivre. Je veux dire, on n'a pas souffert de ça et on s'est pas vraiment posé la question de savoir, parce que c'était pas dans notre ADN, de savoir si on avait envie de faire, plus gros, plus grand ou quoi que ce soit. Heu, 2014, 2015, on remonte un peu et puis vers 2015, il y a un truc qui que j'appelle, l'invention du mensonge, qui est le moment où finalement, on est capable de faire une bande démo, sur internet en chopant des références de tout le monde, qui,
qui ne nous appartiennent pas, mais finalement qui montrent qu'on est capable de faire ça. Et personne va vérifier si vous avez les références. Personne va vérifier si vous savez faire. Donc il y a pendant pas mal d'années, une chute totale des prix, une hausse totale des compétiteurs qui n'ont pas forcément la légitimité et qui n'ont pas forcément, les capacités de ce qu'ils promettent et qui d'ailleurs se cassent la gueule dans pas mal de cas, qui font que nous, on décide non pas d'essayer de suivre cette «décrépitude» entre guillemets, donc ne pas essayer d'aller s'aligner, sur les prix qui descendent et sur les choses qui sont pipées d'avance, mais de se dire: «C'est pas grave, on va maintenir notre qualité». C'est-à-dire qu'on va en faire moins et on faisait à peu près 3 projets par an, mais les 3 projets par an nous rendaient fiers et surtout rendaient fiers nos clients. Ce qui a permis de maintenir notre image à un niveau d'excellence, en étant une petite entreprise certainement, mais qui travaille à un certain niveau de qualité. Et puis ensuite, finalement, il y avait une autre truc, je vous disais qu'on faisait une autre, donnée. On faisait pas mal de choses en marque blanche. Du coup, quand on fait de la marque blanche et qu'elle aboutit pas, bah, ça fait pas d'activité. Ou quand on fait de la marque blanche, mais que c'est une marque blanche, on n'a pas le droit de communiquer dessus, donc on peut pas non plus garder une certaine actualité. Heu de fait, on rentre dans notre niche, il n'y a que les gens qui nous connaissent bien, qui viennent nous chercher, et puis arrive la crise du covid, donc là où tout se casse la gueule. Nous, on avait des projets en cours qui se mettent en stand-by, du coup, on redéveloppe un peu, du commercial, ce qu'on faisait absolument pas, pour en 2021 et 2022, remonter avec bizarrement, des clients qu'on avait eu avant ou des clients qui ont entendu parler de nous et qui se sont rendus compte qu'on n'était peut-être pas si mauvais que ça et que surtout on n'était pas nombreux à savoir bien faire ce qu'on fait. Donc il y a eu une partie des gens qui travaillaient, dans notre domaine qui sont partis, juste après le covid en se disant: «Finalement c'est dangereux, finalement c'est pas rentable et finalement l'industrie dans laquelle on est normalement, fonctionnera peut-être mieux que celle qu'on a vécue maintenant». Heu, les terrains glissants, la peur du lendemain et le circuit restreint, je vais le faire rapidement parce que sinon on n'ira pas assez loin, heu, c'est ce qui nous a aussi un peu freinés. Heu, quand je dis terrain glissant, c'est parce qu'on a souvent une intervention, restreinte et on travaille souvent à l'étranger. Donc quand on est en local et ben, finalement, on se retrouve avec des producteurs ou des gens qui connaissent pas forcément notre métier ou des clients incompétents. On a fait beaucoup, comme vous l'avez vu, d'événements qui sont, politiques, géopolitiques, des commémorations, des inaugurations qui évidemment, s'il y a un problème politique dans le pays et c'est pas toujours c'est des pays qu'on va dire exotiques assez souvent parce que ça nous intéresse, ça nous excite d'aller découvrir des nouvelles cultures, bah, il y en a qui se cassent la gueule. On a notamment, eu plusieurs spectacles qui étaient quasiment aboutis, et qui pour une raison politique ou géopolitique ou un tremblement de terre ou une émeute ou quoi que ce soit, vont pas se faire. Donc c'est des risques, qui sont importants à prendre et puis après, bah, quand il y a ces risques-là, la problématique, c'est toujours d'avoir des difficultés de paiement parce qu'on ne peut pas demander à un client qui vient d'avoir une catastrophe absolument énorme, d'honorer un contrat alors que le spectacle s'est même pas fait, même si on est allé jusqu'au bout. Heu du coup, ces terrains glissants font qu'on fait un peu attention et qu'on ne dit pas oui à tout, parce qu'on n'a pas la capacité, financière de suivre. Le deuxième truc, c'est la peur du lendemain. Évidemment, quand on est dans cette démarche-là, on travaille, sur des fonds propres, donc on ne peut pas investir énormément, on ne peut pas prendre de risques, en tout cas, au cas par cas. On a un taux de transformation qui est absolument incalculable. Il y a des années où, bah, on va scorer sur tout et d'autres années où finalement on croit avoir gagné, mais il y a un problème et on ne l'a pas. Et puis on a bizarrement pas le réflexe d'aller, chercher de l'aide, de compter sur d'autres. Et ça, c'est ce que je peux appeler la peur du lendemain. Le circuit de famille, c'est un tort aussi qu'on cultive, qui est qu'on a cultivé un esprit de famille, ça nous pousse pas, naturellement à aller chercher, à regarder ailleurs. Donc finalement, on change pas de modèle, et on cherche pas l'expansion. C'est pas dans notre démarche, c'est pas dans notre nature et on va pas chercher, à être poussé par cette nature, non plus. Et la démarche commerciale, vous l'aurez compris, on n'a jamais eu de service commercial, on n'a jamais été se vendre quelque part. C'est peut-être une pudeur mal placée, c'est peut-être un manque de fierté, c'est peut-être, un travers d'artiste qui aime se faire désirer. Je sais pas, mais en tout cas, tout ça fait qu'à un moment, on se dit: «Bon, pourquoi est-ce qu'on changerait de modèle?» Jusqu'au moment où on atteint un certain vieil âge comme le mien, mon associée est plus jeune, elle a encore de la chance, heu, où on se dit finalement: est-ce que j'ai pas envie, je vais pas dire de laisser quelque chose, mais est-ce qu'on n'a pas envie, puisque nous on fait encore une fois des spectacles qui ont pour but de vulgariser une culture,
heu, de transmettre notre méthode puisqu'on a une méthode assez particulière. Et c'est là où se pose la question de la transformation. Et cette transformation, elle se pose par rapport à la forte croissance. Mais est-ce qu'une forte demande veut dire une forte croissance? Et ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que c'est à l'heure ou est-ce que c'est une réalité? Pour ça, il faut être capable d'analyser un peu le marché et d'analyser un peu cette croissance. Donc quels indicateurs, quels freins? En fait, nous, on a un nombre, de demandes directes, heu, auxquelles on n'est plus capable de répondre. Ça fait, depuis la reprise et c'était un peu le cas avant, on répond à un tiers, un quart de nos demandes. Le danger aussi, c'est que beaucoup de nos demandes, on nous appelle à l'aide assez souvent. On aurait peut-être dû s'appeler, la cour des miracles ou le mouton à 5 pattes, on s'appelle les petits Français. Heu, le last minute, c'est très souvent chez nous, et quand on n'a pas d'équipe intégrée et ben, quelquefois, on n'est pas capable de répondre, parce qu'on n'a pas le temps, de monter des équipes compétentes, on n'a pas la capacité et puis on a un réflexe qui est, nous les dirigeants et les gens qui sont proches des dirigeants, plutôt de faire par nous-mêmes que de faire faire. Donc du coup, on est limité dans notre champ d'action et on voit passer des trucs, heu, qui auraient été géniaux. On nous interroge sur des trucs qui auraient été géniaux et finalement, on se dit: «Bon, bah, si on en prend trop, on sera plus capable de garder ce qui, pour nous, est absolument fondamental, la qualité de notre travail». Heu et finalement, dans notre contexte, il y a un frein supplémentaire qui est, la prise de risque, vu la taille de l'entreprise et surtout la magnitude des projets que nous entreprenons. Finalement, on devient monoprojet. Cette année, on a réussi à en faire 7 entre, janvier et juillet, ce qui d'ailleurs, on en parlera un peu après, mais, nous a redonné une confiance extraordinaire, dans les jeunes et ça, je le partage avec vous parce que j'en ai été moi-même, le plus surpris. On a eu des jeunes canonissimes, hyper organisés, hyper cool, avec un état d'esprit génial, qui étaient fiers et nous fiers d'eux. Donc, on commence à changer aussi sur cet a priori, qu'on avait. Heu, est-ce que la forte demande qu'on a, est-ce qu'elle est circonstancielle? Est-ce qu'elle est éphémère ou est-ce qu'elle est pérenne? C'est aussi un facteur qu'on doit analyser pour savoir comment on se transforme. Est-ce que le regain de domaine dans notre secteur est lié, à la Covid? Est-ce qu'il y a une espèce de soif de rattraper le temps perdu? Ou est-ce qu'il y a réellement une, forte croissance ou une expansion dans notre domaine? J'ai mes réponses, mais c'est intéressant de se poser la question pour savoir comment on avance. Est-ce qu'elle est ciblée au général cette demande? Heu Est-ce que c'est notre approche, notre ADN, notre patte, la manière dont on travaille, qui est la raison qu'on nous appelle nous? Ou est-ce que finalement, tout le monde se fait appeler? Heu, on connaît un peu les gens qui sont, autour de nous. On sait que pas mal de monde se fait appeler, mais on se fait quand même beaucoup, beaucoup appeler. Ce qui veut donc dire qu'on aurait tendance à dire qu'elle est générale, mais qu'elle est bien ciblée chez nous, en ce moment. Et du coup, ben, la question à se poser en premier lieu, c'est de savoir si on doit changer de modèle, finalement. Heu, comment est-ce qu'on peut changer de modèle sans perdre ce qui, de notre point de vue, est notre force, qui est notre identité, notre patte. On est des artisans finalement. On a cette approche sensible, qui est commune à tous nos projets et est-ce que si on change de modèle, on va pas la perdre en fait? Et du coup, c'est là où on en arrive après, 1000 tours en rond, au sujet, qui nous amène, qui est, concilier la qualité et la forte croissance. Parce que une fois qu'on est convaincu, qu'on est victime de cette forte demande et qu'on veut y répondre, il faut se donner les moyens de notre croissance et l'objectif évidemment étant de garder le même niveau d'exigence et de qualité. Donc après avoir pris la température, du marché, bah, il vient le temps de l'analyse et l'analyse elle commence, par, une introspection. Parce qu'on n'est pas capable de vendre un rêve à des gens qu'on va embarquer dans ce rêve, si on ne sait pas, où on en est nous-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas un peu omnipotent finalement? On est 2, on gère une grosse équipe, c'est bien possible. Nous, on connaît nos qualités et on a une expérience suffisante sur le terrain global des marchés sur lesquels on intervient, pour en avoir une maîtrise globale. Et on croit toujours, on veut toujours faire plus. Non, mais ça, je sais le faire, plutôt que de déléguer à quelqu'un qui peut-être ne saura pas le faire. On a donc pris l'habitude de pas lâcher la bride, donc de pas déléguer assez et c'est un vrai problème parce que du coup, on devient fric contrôle et je pense que si on est fric contrôle et qu'on ne donne pas cette confiance et qu'on ne transmet pas cette confiance, on ne peut pas arriver à changer. Donc c'est un 1er changement qui est un changement de vraiment de nous-mêmes. Attention, ça ne veut pas dire ne pas faire confiance, aux gens. On a toujours, depuis qu'on a créé les Petits Français, travaillé sur un modèle collaboratif, mais un modèle collaboratif, qu'on contrôle.
Moi, j'ai un peu un rôle de chef d'orchestre quelquefois. Je pose une partition et après j'accepte toutes les réflexions, les remontées et le talent des gens avec lesquels on travaille, qui permettent de faire mieux que ce que j'aurais fait tout seul. Donc c'est un outil qui est génial, mais on ne le fait pas au sein de l'entreprise, on ne le fait pas dans la gouvernance, on le fait sur les projets et pas sur le projet de l'entreprise. Heu, L'autre petite peur qu'on peut avoir, c'est d'être capable de savoir, s'arrêter, parce qu'on court après nos projets. C'est nos projets qui nous font vivre, c'est nos projets qui nous redonnent de l'énergie, c'est nos projets qui nous redonnent du rêve systématiquement et c'est les projets qui nous rendent fiers d'un nouveau défi, même si à un moment c'est assez fatigant. Même fatigué, même en n'ayant pas dormi pendant un mois, quand on nous rappelle pour un projet et que le projet est beau, excitant ou soit un défi, on retrouve une énergie qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir. Donc il faut avoir le courage, et la confiance de pouvoir s'arrêter, heu, pour prendre le temps d'analyser, mais surtout le temps d'agir. Agir, c'est compliqué. Donc il faut faire une feuille de route et une feuille de route, finalement, au départ, on met plein de trucs. Finalement, on se rend compte que c'est avant tout un nombre d'objectifs limité. C'est pas tous azimuts. Ou en tout cas, on peut en mettre pas mal, mais il faut vite les cibler. C'est des objectifs, réalistes, mais qui doivent être suffisamment ambitieux pour attirer, les nouveaux talents, les gens avec lesquels on a envie de travailler. On doit s'adjoindre à des qualités complémentaires, ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on n'a jamais fait, qu'on doit faire maintenant. Et ces moyens supplémentaires, ces qualités complémentaires, ces personnes qui ont des qualités complémentaires, vont nous aider aussi à clarifier, les moyens nécessaires parce qu'ils vont apporter leur expertise et ils vont s'engager avec nous pour atteindre ces objectifs. Évidemment, on ne parle pas d'objectifs qui, sortent complètement de notre domaine de compétences. Tous ces objectifs doivent être totalement légitimes avec notre ADN. Accepter le changement et ses conséquences, ben, quand on change de modèle et on se fait bien secouer, gentiment et bienveillamment, mais on se fait secouer par les sessions qu'on fait avec la BPI en ce moment, où, forcément, on 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 se pose nous-mêmes des questions, on nous pose des questions auxquelles on n'aurait jamais pensé, mais jamais pensé. Des mots qu'on ne connaissait même pas. Donc c'est assez génial parce que c'est très déstabilisant, ça remet en cause, ça pose des questions, bah, auxquelles on n'aurait jamais eu besoin d'apporter de réponse, et ça peut être dérangeant et on aurait tendance, quand on s'applique cette méthode à soi-même, de se dire: «Ouais, on verra plus tard parce que, oh, il y a un projet et j'y vais». Là, on est dans un timing, on a des gens qui attendent des réponses, donc on se retrouve à l'école à devoir rendre une copie et c'est absolument génial, c'est extrêmement stimulant. Heu, je crois que le plus gros changement, ce qui nous fait le plus peur au départ, c'est le fait de mettre en danger un petit modèle qui fonctionne, dans lequel on est confortable, dans lequel on choisit ce qu'on veut faire, face à un gros modèle qui est pas forcément garanti, mais dans lequel on a vraiment envie d'aller. Dans notre cas, on peut avoir peur de perdre le contrôle, alors qu'en fait, l'objectif de ce changement, c'est tout à fait le contraire. On ne doit pas chercher à tout contrôler, mais bien à donner le contrôle, à faire confiance, à déléguer et à regagner en fierté par rapport à ça. Et finalement, ça veut dire qu'on doit changer, nous-mêmes. On doit intégrer le fait qu'on ne va pas faire tout seul, qu'on va devoir déléguer, transmettre nos qualités et notre savoir-faire. Heu, Croître, en qualité, parce que c'est ça en fait. Une forte croissance, c'est pas simplement de croître en nombre, c'est de croître en qualité. Et je pense qu'après 15 ans d'existence de notre boîte, pardon, 16 ans dans 2 jours, heu, après 25 ans, d'expérience, personnelle, de mon côté ou celui de Marilyn, bah, cette opportunité de croissance, nous offre la possibilité d'une profonde remise en question de notre modèle. Pas pour le changer, parce qu'il nous plaît, mais pour le garder, pour en garder le meilleur et se donner de nouveaux défis. Donc notre premier défi, évidemment, c'est de réussir à exceller à plusieurs et plus seul, avec des compétences complémentaires dans notre cœur de métier. Mais puisqu'on fait une petite révolution finalement et qu'on a besoin de nouveaux défis, bah, il y en a un deuxième qui vient tout de suite derrière. Il est en parallèle, mais il a la même importance. C'est de trouver de nouveaux axes de développement. Attention, des nouveaux axes de développement qui sont encore une fois en relation directe avec notre ADN, mais qui sont aussi le résultat de ce qu'on a vu en ces 15 années d'expérience. Heu, Ces nouveaux axes, ça permet d'attirer de nouveaux collaborateurs, d'avoir un projet ensemble et pas juste de poursuivre notre projet qu'on a tous les 2 depuis le début de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on amène notre projet, on lui donne un peu plus de valeur, on en construit un deuxième à côté qu'on construit avec nos collaborateurs. Et cette double dynamique, donc une dynamique qui est plutôt une dynamique en les 2 projets, il y a aussi une logique économique de ces 2 projets. Un projet qui est dans une dynamique, événementielle, qui est celle dans laquelle on œuvre aujourd'hui, et un deuxième projet qui est plus dans une dynamique pérenne, donc qui va prendre plus de temps à mettre en route, mais qui a pour but, encore une fois dans notre domaine, c'est-à-dire la vulgarisation par des moyens multimédia de la culture,
pour la rendre sexy, attractive, pour qu'on en soit fier, pour un regain d'identité et tout ça, dans une vision, globale des différents, endroits où on pourrait le faire dans le monde. Voilà, c'est notre deuxième défi qu'on met en place parce que nous, on en a besoin. Nous, on a besoin de renaître, et on en a besoin aussi pour construire, from scratch, même si on a déjà des bases et qu'on sait exactement où on va, avec les nouveaux collaborateurs, avec lesquels on travaillait. Il y a une troisième chose qui est importante aussi à considérer, c'est que, je vous le disais, on n'a jamais eu de démarche commerciale. Néanmoins, on a quand même une image, il y a des gens qui nous connaissent et qui nous appellent parce qu'ils savent qu'on fait telle ou telle chose. Heu, Ce deuxième défi, c'est-à-dire cette nouveauté qu'on apporte, c'est pas mal aussi par rapport à nos concurrents ou par rapport à nos clients, parce qu'on va pouvoir aller les voir, parce qu'on va obligatoirement, à partir du moment où on entreprend cette démarche, développer notre côté commercial. Et ils ne comprendraient pas forcément qu'on développe notre côté commercial si on n'arrivait pas avec une offre «plus plus» entre guillemets. Donc c'est une démarche globale de dire: «Voilà ce qu'on a vécu pendant 15 ans, voilà vers où on doit aller fort de nos expériences et voilà comment on va vous accompagner dans cette démarche», qui est la nouvelle image, de ce qu'on a envie de faire parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire. Et ces nouveaux produits, si on peut appeler ça des produits ou ces nouvelles valeurs dont on est en train d'affiner, les modèles en se battant avec, avec la BPI, heu, sont évidemment totalement issus de notre savoir-faire, fruits de notre expérience, doivent paraître évidents et légitimes, tant à nos clients, qu'aux nouveaux marchés que nous attaquons. On n'est pas trop mal, dans le timing. Heu, une petite conclusion, sur ce fait de croître en qualité. Finalement, on a une valeur, dans cette histoire, familiale qui est les petits Français, qui est quelque chose, qui est fondamental depuis le départ, c'est de faire attention aux autres. Et on a toujours, toujours, toujours fait attention aux gens avec lesquels on travaille, à la manière dont, quand on travaille à l'étranger, on les entoure, on les loge, on les laisse libres. Heu, on a toujours cru en l'humain, en fait, et on n'a jamais été capable de recruter quelqu'un sur CV. Et je pense que croître en qualité, c'est être capable avant tout de partager des valeurs avec les gens avec lesquels on va travailler. Heu, c'est pas forcément un CV qui va tout faire. Le CV va être génial parce qu'il va vous permettre de savoir d'où vient la personne, ce qu'elle a étudié et si ça peut correspondre ou pas, parce qu'on a eu des très bonnes surprises cette année avec des gens qui ne correspondaient pas du tout à notre milieu, qui venaient pas du tout du spectacle ou de l'événementiel, qui venaient clairement de la finance, mais qui avaient une structure de mentalité, tellement carrée et tellement bien faite que du coup, ils savaient appliquer des méthodes avec plaisir et eux étaient fiers d'avoir développer, ce travail commun avec nous sur des spectacles et nous étions fiers et contents, d'avoir pu, bénéficier des compétences qu'on n'avait pas des personnes qui nous ont rejoints. Donc concilier qualité forte croissance, c'est avant tout, à mon avis, croire en l'humain et en ses qualités, la qualité des personnes, la qualité de la collaboration, cette confiance mutuelle qu'on met ensemble et l'enrichissement, dans un principe vraiment collaboratif. Il faut toujours des gens qui lead, mais il faut laisser le plus de place possible aux gens qui travaillent avec vous, en l'occurrence, et avec nous. Et étonnamment d'ailleurs, l'étymologie de croissance et encore plus de forte croissance, ça veut dire naître, venir à la vie. Donc finalement croître, est-ce que c'est pas d'une certaine manière, renaître? Et je trouve que c'est une perspective, assez motivante finalement. Et puis après pour attirer, motiver, les gens avec lesquels on bosse ou les gens qu'on veut attirer chez nous, il faut des valeurs fortes, il faut des projets qui ont du sens. Ça tombe hyper bien parce que c'est exactement ce qu'on fait depuis le départ, donner du sens. Cette quête de sens, on la cherche depuis le départ. C'est pour ça que quelquefois on n'a pas répondu à tout. C'est pour ça que quelquefois on s'est terré dans des terriers parce qu'on a passé, des mois et des mois à travailler sur des contenus d'un petit bout d'un spectacle, mais une fois restitués, qui avaient tout leur sens. Hem Et il y a aussi évidemment, et c'est toujours, la problématique qu'on se pose, c'est la qualité de savoir dire non. C'est-à-dire, à un moment, et on l'a pas mal fait et on doit continuer à le faire même si on croit. Faut se fixer des seuils, minimaux de qualité parce que c'est comme ça qu'on garde son identité. Heu, c'est comme ça finalement, comme le disait, Nicolas Dufourcq ce matin, c'est comme ça qu'on est fier de nos réalisations collectives. Voilà, donc on est au milieu de notre aventure, de transformation, pour concilier, qualité et forte croissance. Heu, on a très envie et il y a aucune raison que ça se passe mal. C'est un chemin de croix, très agréable finalement parce qu'on en apprend beaucoup sur soi-même et puis ça permet vraiment de savoir, vers où on veut aller et justement de ne pas décrépir.
pour l'entreprise, mais aussi humainement parlant. Parce qu'à un moment, quand on a passé énormément de temps, dans une entreprise et qu'on a pas dé passé énormément de temps dans un milieu, on a l'impression de le maîtriser entièrement, ce qui est faux. On n'est plus capable d'évoluer et puis finalement, ça n'est qu'une pente douce vers la fin et je crois que le plus extraordinaire, c'est de se dire que finalement, c'est une montée maîtrisée, mais ça reste une montée, permanente. Merci. Avez-vous des questions? Car nous avons encore un peu de temps si vous le voulez. Si toutefois il y a quelqu'un qui regarde ce ce live. Mmh? Comment ils peuvent me contacter? Alors, j'aimerais bien vous donner l'adresse de mon site web, mais il a été hacké il y a un mois et on l'a toujours pas refait. En revanche, vous pouvez, regarder Les Petits Français sur Instagram. Alors je crois qu'il y a un underscore avant Les Petits Français sur Instagram et si vous voulez, me contacter, c'est extrêmement simple, c'est Martin, donc Martin @lespetitsfrançais.fr. Alors sans la cédille parce que comme on travaille surtout à l'étranger et que la cédille n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit. Vous l'aurez compris, on va recruter, d'ici peu. Donc s'il y a des gens qui ont envie de nous proposer leur candidature aussi, on vous recevra, avec plaisir parce qu'on est avide de nouvelles rencontres, de gens qui ont envie de ces aventures, qui sont des aventures, assez extraordinaires parce que, en France comme à l'étranger, on découvre des choses qu'on n'aurait pas toujours, imaginées. On plonge dans la vraie culture des vrais pays et c'est très, très, très nourrissant. Et bien voilà. Merci beaucoup.